vous invite à vous installer. Je vais laisser céder la place à Xavier Pinta qui va vous accueillir. Nous vous écouterons ensuite et après on aura un temps d'échange avec la salle. Je vous en prie. Voilà. Eh bien, c'est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, Madame la Directrice Générale, dans le cadre de notre 38e congrès de la FNCCR. C'est la première fois que nous avons l'honneur de votre présence. Avec cet échange consacré à la distribution publique de gaz, s'ouvre une série de sessions dédiées à l'énergie, dans un contexte que nous n'imaginions pas depuis notre précédent congrès de Nice, en octobre 2019, je le rappelle. À l'époque, nous avions surtout en perspective la mise en œuvre de la transition énergétique et la façon dont le secteur gazier pouvait concourir grâce au développement, bien sûr, du biométhane, malgré la grande frilosité de la programmation pluriannuelle de l'énergie dans ce domaine. Nos discussions relatives au nouveau modèle national de contrat de concession étaient programmées avec la préoccupation d'y faire entrer les enjeux d'aujourd'hui et de demain. Le raccordement des méthaniseurs, mais aussi la recherche de la meilleure adéquation possible entre les investissements sur les réseaux de distribution de gaz et la transition énergétique sur les territoires, grâce au schéma directeur et au programme pluriannuel d'investissement. Nous avons souhaité également aller toujours plus loin dans le sens de la sécurité. La sécurité, mes chers amis, c'est la condition sine qua non de l'acceptabilité sociale de l'énergie au gaz. Cette feuille de route a été tenue. En lien et en coordination avec France Urbaine, nous avons ouvert un cycle de négociations que la pandémie du Covid-19 n'a pas réussi d'ailleurs à nous perturber et qui a été substantiellement enrichi au fur et à mesure de l'avancée des discussions. Ainsi, nous avons intégré pour la première fois dans nos concessions de gaz une nouvelle dynamique de pilotage en faisant place à des indicateurs de performance qui sont incités financièrement. La redevance de concession a été elle aussi revue pour mieux tenir compte du regroupement des autorités organisatrices en grande intercommunalité ainsi que du verdissement du gaz distribué. Tout cela s'est conclu très positivement par l'approbation du nouveau modèle de contrat par les instances dirigeantes de notre fédération et les instances dirigeantes de France Urbaine. Je crois, il faut dire et le répéter, qu'il s'agit d'une étape extrêmement importante dans l'évolution de la desserte gazière. Je voudrais remercier les différentes équipes de GRDF, de France Urbaine, de notre fédération, qui, sous l'égide de nos collègues Guillaume Cabi et Philippe Auvray, qui a la responsabilité pour notre fédération du travail accompli. Cela va nous permettre d'œuvrer désormais au déploiement progressif de ce nouveau modèle au rythme des attentes des territoires. Mais il faut reconnaître aussi qu'entre-temps, une nouvelle donne est intervenue sous la forme du bouleversement des marchés gaziers et plus globalement énergétiques qui résultent depuis le mois de février dernier, nous le savons, par le conflit russo-ukrainien. Même si la France est moins dépendante des fournitures de gaz russes que d'autres États de l'Union européenne, le séisme produit par la remise en cause de ces fournitures et par la prise de conscience de la fragilité collective de l'Europe dans ce domaine, eh bien, ce séisme va avoir nécessairement des conséquences, y compris dans notre pays. Outre l'impératif de diversification de nos sources d'approvisionnement, le débat sur la composition du mix énergétique va être réouvert, tout à la fois d'un point de vue de la sécurité d'approvisionnement et celui de la transition énergétique, qui demeure, rappelons-le, un impératif majeur. La FNCCR considère de son côté qu'il demeure très opportun de préserver la place du gaz dans le mix énergétique des territoires, à condition évidemment d'organiser une valorisation volontariste des gisements de biométhane. Cela s'inscrit en effet de manière vertueuse dans la logique de l'économie circulaire en ouvrant à nos collectivités et aux consommateurs d'énergie un éventail de solutions d'approvisionnement énergétique plus large, ce qui facilitera bien sûr les optimisations. Le biogaz concourt également au développement d'une forme de mobilité propre, bien adaptée aux véhicules lourds.
Ces différents aspects seront évoqués cet après-midi dans le cadre de notre table ronde consacrée au mix énergétique et jeudi matin lors de l'intervention d'Édouard Sauvage qui représentera le groupe Engie. Mais nos réseaux de distribution de gaz ont également une part déterminante à jouer dans la facilitation de cette mobilisation du biométhane à travers la dynamique de la desserte gazière et l'activité de raccordement. Je vous remercie donc très vivement, Madame la Directrice Générale, d'avoir accepté de nous consacrer ce moment dans le cadre de notre congrès. Et vous avez accepté aussi, nous sommes très sensibles, de répondre aux questions, aux remarques qui ne manqueront sûrement pas d'arriver. Et comme le temps passe vite, Madame la Directrice, je vais m'empresser de vous passer la parole. Et nous pouvons, Madame la Directrice, applaudir votre intervention au préalable. Philippe Auvray, vice-président de la FNCCR, nous a aussi rejoint. Je vous en prie. Monsieur le Président de la FNCCR, cher Monsieur Pintat, Monsieur le Président de la région Bretagne, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Monsieur le Président de Territoire Énergie Bretagne, Mesdames et Messieurs les présidents de syndicats, Mesdames et Messieurs les élus, eh bien, je vous salue et je vous remercie de m'accueillir. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. C'est effectivement mon premier congrès FNCCR en tant que directrice générale de GRDF, mais ce n'est pas mon premier congrès de FNCCR, puisque pendant longues années, chez GRDF, j'ai travaillé en Bretagne, il y a plus de 15 ans, dans le domaine des collectivités locales, et c'était la grande époque des concessions nouvelles, donc des DSP en concurrence. Donc autour de Rennes, il y a eu beaucoup de communes, dans le Trégor notamment, sous l'œil bienveillant du président Gaubert, du SDE 22 à l'époque. Donc je connais cette région Bretagne qui est chère à mon cœur. Merci de m'y accueillir, Président. Alors, nous vivons, vous l'avez dit, et ça a été dit beaucoup ce matin par les précédents intervenants, une situation historique qui nous rappelle l'urgence d'agir. L'actualité nous montre brutalement combien il est nécessaire d'accélérer la transition vers un mix énergétique décarboné et équilibré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plus d'ENR et plus de complémentarité entre les énergies pour avoir une meilleure résilience de notre système. Notre avenir, il se joue maintenant, dès aujourd'hui, et il se joue au cœur des territoires avec vous. Nous sommes dans une crise énergétique, climatique et potentiellement économique, mondiale, sans précédent, qui bouleverse tout. Jamais le monde de l'énergie n'a connu une actualité telle que nous la vivons depuis un an. Je vais me permettre de faire une petite mise en perspective de cette situation, parce que finalement, elle a démarré il y a un an. Il y a un an, à partir de septembre 2021, les prix du gaz se sont envolés. Et ça a été dû à la reprise économique mondiale d'abord, et puis à la Chine qui happait l'ensemble des cargaisons de GNL après le Covid. En février, bien sûr, nous le regrettons tous, la guerre en Ukraine a évidemment amené un élément très important sur la dépendance au gaz russe et les questions des stocks de gaz pour la France, mais aussi pour l'Europe, pour gérer cet hiver. On l'a dit, hein, la dépendance française de 17% de gaz provenant de Russie, alors qu'en Europe, on est à beaucoup plus, avec certains pays comme l'Allemagne, autour de 55%. Cet été, les événements de l'été, les incendies de forêt jusqu'ici en Bretagne, nous ont fait vraiment toucher réellement ce dérèglement climatique. Il est là, il est près de nous, et si j'ajoute en plus à ça la disponibilité du parc nucléaire français qui est à un niveau assez bas, ce qui amène en plus des prix du gaz à un prix d'électricité qui s'envole à son tour, avec un risque de coupure cet hiver, eh bien nous sommes bien dans une crise majeure que nous vivons. Tout y est au même moment. La soutenabilité de l'énergie pour tous, ça a été beaucoup dit ce matin, pour les ménages, pour les collectivités locales, pour les entreprises.
La sobriété qui s'impose à nous, elle s'impose à nous pour cet hiver, mais pour, j'allais dire, pour toujours. La souveraineté énergétique de la France, je viens d'en parler, et enfin la durabilité de notre mix énergétique avec la nécessité de décarboner les énergies fossiles, le fioul, le charbon et le gaz naturel. Je le rappelle ici, la consommation française, en fait, elle est faite, si l'on prend les chiffres de 2021, de 430 TWh de gaz, de 435 TWh d'électricité, de 87 de fioul et de 83 de charbon. Et les appels de puissance en gaz au moment plus fort de l'hiver montent à 130 gigawatts, tandis qu'en élec à 95, que les réseaux de chaleur en bois montent à 50 et le fioul, le gaz, le charbon à peu près 60 gigawattheures. Ça veut dire qu'il faut aller vers la résilience de notre système énergétique. Alors en termes de résilience, il me semble que les infrastructures gaz en France ont montré toute leur valeur ces derniers mois. Les concitoyens ont réellement découvert les terminaux, les stockages et le rôle du transporteur GRT Gaz et Teréga dans sa zone. Clairement, pour cet hiver, très concrètement, même s'il n'est pas l'objet de mon intervention, tout est mis en œuvre pour anticiper les scénarios possibles. En termes de stockage, la France atteint maintenant 100% des stockages, ce qui nous procure environ 1 mois à 1 mois et demi d'avance par rapport aux années classiques. Évidemment, nous encourageons tous les actions de sobriété qui vont être demandées avec la campagne du gouvernement, mais que nous pouvons d'ores et déjà démarrer pour toutes les énergies. Et nous préparons, s'il en était besoin, un certain nombre de dispositifs d'ultime recours tels que l'interruptibilité, le délestage et le rationnement. Tous ces mécanismes protégeront les particuliers de la coupure de gaz en hiver. Cet hiver, ça l'a été dit par la Première ministre, ça l'a été dit récemment aussi par GRT Gaz lors de sa conférence de presse de mi-septembre. Ça veut dire qu'à hiver climatique normal, nous devrions faire face à la demande. Mais j'y reviens, toutes énergies confondues, il nous faut de la sobriété en électricité et en gaz pour cet hiver et pour la transition à long terme. C'est pourquoi il est urgent d'agir pour accélérer la transition énergétique et écologique. Pour cela, la France dispose d'un atout majeur, les gaz verts, les gaz renouvelables. Oui, en France, nous avons la capacité de mener à bien cette transition énergétique et écologique grâce à la méthanisation dans les territoires. Depuis plusieurs années, GRDF est un acteur très engagé pour le déploiement de la filière des gaz renouvelables, aux côtés de la FNCCR notamment, par la méthanisation agricole, mais aussi celle des boues des stations d'épuration, des déchets et demain des biodéchets. Tous les scénarios, notamment ceux de l'ADEME et de RTE, donnent une place essentielle au gaz vert dans le mix énergétique de 2050. Flexible, stockable, il est essentiel à l'équilibre du mix énergétique global, comme vous l'avez précisé, Président. Le potentiel est démontré. Les études ADEME, Solagro, France Stratégie, Enea Consulting, AT2E aussi. Aujourd'hui, nous avons plus de 460 méthaniseurs qui sont en injection sur le territoire. Plus de 80% sont connectés au réseau de GRDF. Cela constitue 8 TWh installés. C'est l'équivalent aujourd'hui d'une tranche de centrale nucléaire et la filière est en avance. Oui, elle est en avance de 2 ans. La trajectoire de la PPE prévoyait 6 Tera à 2023 qui ont été atteints à fin 2021. En termes d'emploi, cela constitue déjà 9000 emplois locaux sur les territoires et ça pourra en constituer 50 000 à horizon 2030. Déjà, certains départements sont en pointe. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais il y en a d'autres qui avancent aussi. La Vendée, le Cher, l'Aube, l'Orne sont des territoires où déjà 10% de la consommation de gaz
est produite avec des gaz renouvelables. Les travaux menés avec la CRE ont permis d'évaluer les adaptations des réseaux à réaliser pour collecter ce potentiel de biométhane. Il s'agit d'un coût maîtrisé et des travaux que nous savons mener dans un temps rapide. Ce n'est pas tout. Avec les technologies à venir, et en particulier la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, dont l'injection sera probablement plutôt pour 2025-2026 pour les premiers projets. Je sais qu'il y a par exemple un projet du côté de Brest, et bien sûr l'hydrogène. Je suis convaincue, avec la filière, que le développement des gaz verts peut dépasser les objectifs de la PPE et peut atteindre 20% dès 2030. 20%, c'est plus que ce que la France importait de Russie. Alors voilà une filière qui marche. Elle est récente, mais elle fonctionne. Elle est reconnue dans le monde, mais elle a encore besoin de soutien pour perdurer et accélérer. Le modèle de méthanisation raisonnée construit par la filière française est une vraie fierté nationale, qui est aujourd'hui regardée de très près par les autres pays, notamment depuis que l'Europe a donné cet objectif de 10% de biométhane en 2030. La semaine dernière, chez GRDF, nous avons eu le plaisir d'accueillir nos collègues distributeurs du monde entier qui sont venus voir ce que cette méthanisation, cette injection de gaz dans les réseaux, comment elle fonctionnait. Nous avons reçu des Japonais, la Lettonie, la Pologne, la Roumanie. Nous avons dû d'ailleurs étaler les sessions et nous en aurons une nouvelle fin octobre où là viendront le Portugal, la Belgique, l'Espagne, la Turquie, la Grèce et même, et nous en serons fiers, nos collègues ukrainiens. La filière française est reconnue, 80% de sa valeur est en France et 95% est en Europe. Alors, allez-vous me dire, de quoi a-t-elle besoin concrètement pour se développer et accélérer? Alors tout d'abord, elle a besoin de conditions économiques et de simplification qui vont lui permettre de se développer plus vite. À cet effet, je voudrais saluer chaleureusement les 2 mesures prises vendredi dernier par Madame la ministre Agnès Pannier-Runacher sur la revalorisation du tarif d'achat du biométhane pour tenir compte de l'inflation, d'abord, et ensuite l'allongement du délai de mise en service des projets dont les procédures administratives se sont achevées et qui avaient pris du retard. Vous savez, pendant 3 années, les porteurs de projets peuvent engager leurs travaux et doivent démarrer et avoir ensuite les 15 ans de leurs tarifs. Ils auront là donc 18 mois de plus pour ceux qui ont été embêtés par le Covid, par la pandémie, la pénurie des matières premières. La filière s'en félicite, c'est une étape importante, mais qui est à poursuivre. À poursuivre d'abord avec le décret des CPB, des certificats de production de biogaz que nous attendons, et puis bien sûr dans la toute prochaine loi d'accélération des ENR. Elle a aussi besoin de vous, cette filière, de vous, collectivités territoriales, de vous, syndicats d'énergie, car vous jouez un rôle de facilitateur auprès des collectivités pour engager la transition énergétique au cœur des territoires et l'atteindre, ces 20% de gaz renouvelables en 2030. Chers présidents de syndicats, votre rôle auprès des collectivités est essentiel dans la transition énergétique. Je tiens d'abord à vous remercier pour le travail que vous avez réalisé sur vos territoires et j'en profite pour aussi vous demander de l'accompagner dans les années à venir. En effet, la méthanisation, ce sont d'abord des projets de territoire. Votre appui pour faciliter la mise à jour des plans de zonage d'adaptation de vos réseaux pour optimiser la collecte du potentiel biométhane est essentiel. Qu'il s'agisse de méthanisation agricole, de méthanisation issue de valorisation de biodéchets ou de boues de stations d'épuration. À vous, messieurs, mesdames, les présidents en charge du traitement des biodéchets, de l'assainissement des eaux usées,
nous avons de belles opportunités pour travailler ensemble et de belles histoires à raconter en économie circulaire sur vos territoires. Donc, travaillons tous ensemble. Soyons ensemble, au cœur des territoires, pragmatiques et ambitieux. Je vais évoquer maintenant le nouveau contrat de concession que vous avez cité, Monsieur le Président, et je vous en remercie, qui est un outil supplémentaire pour atteindre l'objectif 2030 et celui de 2050. Alors, nous avons finalisé ensemble récemment un nouveau modèle de contrat et je vous remercie de la qualité des échanges très constructifs. Je remercie les équipes de la FNSR, les équipes de France Urbaine qui nous ont permis d'aboutir à ce résultat début juin. Ce contrat est un outil pour accompagner les collectivités dans les projets de transition énergétique. C'est un outil de dialogue entre vous, autorités concédantes, et GRDF pour agir en faveur de la transition des territoires grâce à des actions concrètes et co-construites avec les autorités concédantes pour promouvoir l'usage et le développement des gaz renouvelables dans le chauffage, dans la mobilité, grâce au biométhane et aussi grâce à l'hydrogène. Ce nouveau modèle est robuste et exigeant sur les fondamentaux de notre activité concessionnaire. Vous l'avez dit, des nouveaux indicateurs, sécurité, investissement, qualité de service aux usagers, moyens de contrôle des autorités concédantes. Et en même temps, il a été pensé pour être souple et simple et savoir s'adapter dans le temps, dans l'espace, aux enjeux et aux attentes de chaque autorité concédante. Les contrats que nous négocions aujourd'hui ensemble nous permettent de nous projeter à l'horizon 2050 dans un monde totalement décarboné. Et nous allons faire ce chemin ensemble avec de plus en plus de gaz vert produits chez vous dans les territoires pour remplacer le fossile et doter la France et les territoires d'un mix énergétique équilibré afin d'assurer son indépendance énergétique. Plusieurs contrats sont déjà renouvelés et je vous remercie de votre confiance. Alors, depuis la signature du mois de juin, je vais en citer quelques-uns. Le syndicat de l'Orne, merci, Président Auvray, pour avoir mené les négociations sur le nouveau modèle dans un esprit d'écoute, de partage réciproque et néanmoins d'exigence. Les métropoles de Brest, de Tours, de Toulouse. Les discussions sont aussi bien engagées en Île-de-France avec le CIGIF, le syndicat Énergie d'Alsace, Territoire Énergie d'Alsace, le syndicat du Maine-et-Loire, dont le président est venu me dire tout à l'heure qu'on se retrouverait pour le Congrès des maires, le syndicat des Flandres, le syndicat de la Seine-Maritime, j'en oublie sans doute. Je termine enfin, mesdames, messieurs, pour vous assurer de la présence de GRDF à vos côtés, dans les territoires, auprès de vous, pour répondre à ces grands enjeux. GRDF est et restera engagé auprès de vous. Les équipes de GRDF, ancrées dans les territoires, sont à vos côtés, engagées localement. Elles sont ici et je vous invite à les rencontrer sur notre stand pendant 3 jours. Vous nous avez confié vos réseaux. Nous vous en remercions et nous sommes engagés pour en faire la meilleure exploitation au service de la transition énergétique de la France. Nous allons les adapter, nous allons les rendre plus intelligents, mieux connectés, de façon à les faire fonctionner à l'inverse de ce qu'ils faisaient précédemment, pour collecter les gaz verts sur les territoires. Le thème de ce congrès, c'est rebondir, se réinventer ensemble. J'en suis personnellement totalement convaincue. C'est ensemble et avec les gaz verts que nous réussirons la transition énergétique. Merci à vous et très bon congrès. Merci madame. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre la salle. 15 minutes d'échange avec la salle. Si on peut mettre un peu de lumière d'ailleurs. Comme ça, voilà, super. Comme ça, on se verra mieux. Des micros vont circuler. Je vais venir aussi vous interpeller directement. Mais peut-être commencer avec vous, Philippe Auvray.
Philippe Auvray. Philippe Auvray, voilà. Non, mais comme vous avez été cité comme parmi les premiers à avoir signé, peut-être en 2 mots un retour d'expérience, voire quelques conseils à vos confrères sur la bonne manière d'une contractualisation intelligente avec GRDF. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je remercie le président Patin de m'avoir confié l'animation de ce groupe de travail au sein de la FNCCR, où nous avons constitué une équipe de juristes de GRDF et une équipe de juristes de la FNCCR, bien sûr avec des techniciens. Vous l'avez dit, nous avons été exigeants. Par contre, tout ce que nous avons demandé, nous l'avons obtenu. Et ça, c'est une grande première. Un très bon contrat. Certains présidents nous ont dit que nous avons fait un pas de géant. À savoir, une des premières préoccupations, notre redevance R1. Elle est maintenue. Dans tous les territoires, elle est maintenue. Bien sûr, elle peut être abondée. Elle peut être abondée lorsqu'on va regrouper un maximum de communes dans ce contrat, déjà une prime regroupement. Ensuite, dans ces calculs, auparavant, c'était la longueur du réseau, le nombre d'habitants. Ah, c'est plus le nombre d'habitants, c'est le nombre de clients, ce qui est tout à fait normal. Le nombre de clients, le nombre de communes. Et dans cette formule, on s'aperçoit que systématiquement, on a une progression de notre redevance qui n'est pas négligeable. Ensuite, accès à toutes ces données, autant sur la sécurité que la qualité, données aussi, pour ceux qui le demandent, sur nos provisions pour renouvellement. Sur demande de l'AOD, nous pouvons obtenir ces chiffres. Moi, j'ai particulièrement insisté aussi pour que GRDF participe à l'élaboration technique et financière à nous aider à constituer notre plan de corps de rue simplifié, ce qu'on appelle le PSRS, au sein de nos territoires. Et nous avons encore une fois obtenu l'avis favorable de GRDF. Donc concrètement, c'est un beau contrat. Pour ma part, dans l'Orne, c'est un petit département, 285 000 habitants, 54 communes qui sont alimentées en gaz, avec l'objectif de mettre toutes les communes dans un contrat unique. Donc déjà, tous les contrats qui sont arrivés à terme, nous les avons inclus dedans. Et après, nous avons élaboré avec votre collaborateur, Frédéric Martin, un contrat pivot. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que les contrats vont arriver à terme, ils vont pivoter pour adhérer dans le contrat principal. Mais d'ores et déjà, nous avons signé des avenants. Ça veut dire que tous les contrats en cours font l'objet d'un avenant et toutes les grandes avancées de ce nouveau contrat que nous avons obtenu rentrent en efficacité. Donc concrètement, c'est un beau contrat. Et moi, je vous encourage dans vos territoires à rencontrer vos équipes territoriales et très rapidement engager vos négociations locales. Merci Alors, beaucoup. bien sûr, oui. Un point important, et vous l'avez dit, Madame Poirier, c'est les méthaniseurs. Puisque dans notre contrat, nouveau contrat, à chaque fois qu'un méthaniseur se crée et se raccorde sur notre réseau, nous avons une prime de rentrée de 5 000 € qui vient greffer la redevance R1. Et ensuite, nous avons une prime annuelle de 750 €. Donc, plus nous aurons de méthaniseurs sur nos territoires raccordés sur nos réseaux, plus la redevance R1 sera abondée. Ensuite, deuxième redevance qui nous intéresse, c'est la redevance R2, dite investissement. Eh bien, tout simplement, lorsque les AOD vont aider nos porteurs de projets à raccorder des méthaniseurs sur le réseau, eh bien, cet investissement qui sera supporté par l'AOD sera pris en compte par GRDF dans la redevance R2. Et ça, c'est encore une grande avancée. Très bien. J'aurai une question sur les méthaniseurs tout à l'heure et la prise de décision, mais on va donner la parole à la salle. Donc, on a des micros qui sont là à disposition. Faites-moi signe, et qui veut ouvrir le bal. Alors, là, au premier rang, monsieur. Le micro va arriver, monsieur. Moi, je vais venir aussi. Là, levez-vous, monsieur, comme ça, on vous verra. Vous présentez, intervention courte et réponse courte. Là, il est là derrière. Oui, bonjour, Madame la directrice. Yves Simon, président du syndicat d'énergie de l'Allier et représentant la fédération dans le groupe Gaz Renouvelable au niveau national. Nous avons aujourd'hui une grande facilité avec vous, c'est quand il y a suffisamment de production, on n'a pas trop de délai pour avoir les postes de rebours qui sont essentiels dans des régions où la consommation est très saisonnée, et en particulier dans mon département où nous consommons plus de gaz l'hiver que l'été. Ceci étant, nous avons aujourd'hui des difficultés et il faudra j'ai rencontré hier matin un sénateur et un député dans mon département, il faudra certainement qu'on légifère par rapport au fait qu'aujourd'hui on a des entraves pour traverser des communes pour rejoindre justement les postes de rebours. Et
Ceci paraît complètement, je vais dire, farfelu, il faut le dire, parce qu'on ne s'oppose pas quand l'eau traverse des communes, on ne s'oppose pas quand l'électricité passe, et on va s'opposer sur le gaz et sur le biogaz, ce qui est très embêtant. Alors, je l'avais dit à votre sous-directeur au niveau de la fédération, il faudrait certainement que l'on puisse consulter les communes s'il y avait des hypothèses de desserte de ces communes. Mais on sait que c'est assez compliqué, que ce n'est pas tout à fait simple, mais ça éviterait peut-être les conflits d'usage que l'on a localement. Le deuxième point, c'est sur les raccordements des méthaniseurs aujourd'hui. On peut imaginer que dans les temps à venir, d'autres producteurs viendront se brancher sur des réseaux de raccordement. Et la situation aujourd'hui, qui est différente entre la France et l'Allemagne, puisque les raccordements en Allemagne ne sont pas à la charge des producteurs. En France, il y a une partie qui est prise en charge, mais il reste une partie à la charge des producteurs, peut aussi complexifier la situation. C'est quelque chose là aussi où j'ai bien écouté ce que mon collègue a dit. Aujourd'hui, les raccordements, bien sûr, on peut éventuellement en faire. On peut aujourd'hui être satisfait dans le sens où ils sont pris sur les contrats de concession, mais nous avons des réflexions très fortes à mener parce qu'effectivement, les syndicats seraient investis dans les raccordements. Je pense qu'on aurait moins de difficultés avec certaines communes. Merci beaucoup. Donc 2 questions. La question de la concertation par anticipation, hein, si j'ai bien compris, et puis le sujet du raccordement. Madame ? Merci, Monsieur le Président, pour ces 2 questions qui sont effectivement connues, je dirais, hein, qu'on rencontre. Alors la première concernant les communes qui souvent d'ailleurs, petites communes, ont demandé des dessertes en gaz pendant des années, des décennies, voire des décennies. Et évidemment, quand on leur annonce qu'un tuyau de gaz va passer dans leur commune, mais plutôt dans un sens remontant que descendant, c'est pas toujours une très bonne nouvelle et on a eu un certain nombre de raccordements de méthaniseurs qui nous ont obligés de passer à côté dans une autre commune, donc de faire une distance plus grande parce que nous n'avions pas l'autorisation de passer. Alors, c'est vrai, vous le disiez, il faudrait étudier la possibilité de raccordement des communes, mais clairement, je le dis parce que nous l'avons réalisé de ci, de là, les possibilités actuelles sont faibles. Si les communes n'ont pas été raccordées il y a un certain nombre d'années, et si elles n'ont pas fait l'objet du temps des plans de desserte, j'entends, puis du temps des DSP, ce qui était plutôt une époque il y a un certain nombre d'années, c'est que leur potentiel ou leur distance d'amener, voire les deux, ne permet pas de le faire. Donc c'est vrai que je ne peux pas laisser d'espoir à ça, parce qu'on sait que ça n'a pas de réalité. Clairement, en revanche, ce n'est pas l'intérêt général de faire le tour pour passer par ailleurs, d'investir plus, de prendre parfois beaucoup de kilomètres et d'investissements complémentaires. Donc, je vous rejoins, il faudrait un moyen de concerter et aussi, sans être dans une obligation, mais en tout cas, de pouvoir faire comprendre à ces communes qu'on est dans l'intérêt général et que, effectivement, vous citiez d'autres réseaux, nous avons besoin de passer pour collecter le biométhane. Je vous rejoins. Sur les réseaux de desserte, les cas ne sont pas encore produits trop souvent, mais c'est aussi une question qui conviendra d'étudier ou sur laquelle il faudra avancer plus, parce qu'aujourd'hui, je vous disais 450 projets, on en a connaissance de 187 encore en construction. Cette année, pour vous dire, nous allons raccorder 125 nouveaux méthaniseurs, on a déjà raccordé 87 depuis le début de l'année. C'était le cas l'année dernière et on a à peu près la même chose pour l'année prochaine. Donc ça veut dire que plus on va intensifier et plus effectivement ces règles devront s'adapter. Merci. Question suivante. Monsieur. Moi, je suis là. Allez-y, levez-vous. Oui, bonjour, Bruno Bettenot, président de l'association des maires ruraux de Côte d'Or. Et avec GRDF, nous avons passé, il y a 3 ans, des conventions avec le CISECO, qui est notre syndicat, pour développer la production de gaz. Aujourd'hui, je reprends ce qui a été dit auparavant, mais ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, je pense que tout ça provient du fait qu'il n'y a pas une communication, je dirais, j'allais dire saine, c'est peut-être pas le mot juste, mais une vraie communication sur les enjeux du biométhane et de ses risques. Quand je fais visiter une station qui pour moi est exemplaire,
pas très loin de Dijon. On me dit oui, mais ça risque d'exploser. Je dis non, pourquoi vous voulez que ça explose? On a 0,5 de pression, ça ne peut pas exploser. Il faut reprendre, il faut expliquer, il faut dédramatiser ces enjeux que nos concitoyens pensent qu'ils ont quasiment une bombe à côté d'eux quand il y a un méthaniseur. Donc, alors là, c'est de la communication. Je pense que c'est votre rôle de communiquer là-dessus. Et puis moi, je vais lancer une deuxième convention avec la région Bourgogne-Franche-Comté, vos services, GRDF, Engie, le CICECO, pour l'utilisation du véhicule thermique à gaz. Il est inconcevable pour nous, aujourd'hui, d'entendre le tout électrique, d'entendre même des choses sur les hybrides. Il y a quand même des phénomènes techniques qui sont à la limite, je dirais, de la correction intellectuelle. Et défendre la filière thermique gaz est un enjeu primordial. Il faudrait que nous puissions, alors ce que nous souhaitons, nous, c'est aller trouver des fabricants et leur demander de nous aider à acquérir 50, 100 véhicules que l'on ferait fonctionner. D'une part, ça permettrait de favoriser l'installation de stations pour véhicules, qui pourraient favoriser aussi les véhicules de déchets ménagers, les bus pour ramassage scolaire et autres. Mais il faut un certain volume et il faut qu'on démocratise la filière thermique gaz. Est-ce que vous pouvez nous aider? Merci. 2 interpellations, l'acceptabilité de la méta est rencontrée sur tous les territoires et la filière à muscler, mais vous ne pourrez le faire qu'ensemble. Comment? Alors, sur le premier point de l'acceptabilité de la filière, je dirais l'ensemble de la filière, que ce soit les agriculteurs ou les industriels producteurs de gaz renouvelables, de biométhane, sont extrêmement conscients du niveau de communication qui est encore à faire progresser. Et donc, les gaz verts sont méconnus du grand public. Ils ont réellement besoin d'être mieux connus parce qu'à chaque fois que c'est le cas, je dirais que ça fait quand même assez l'unanimité, cette production locale, avec utilisation locale de l'énergie pour le transport. Vous l'avez évoqué, et je vais venir à cette question, transport scolaire, ramassage des ordures ménagères et autres. Il faut faire visiter les méthaniseurs en local. C'est ce que font beaucoup de producteurs, faire visiter aux gens qui habitent la commune, faire visiter aux associations, faire visiter aux écoles, expliquer. Moi, je crois qu'on a parfois un mal assez français, c'est-à-dire on veut tous de tout, mais pas chez nous. Bon. Eh bien, dans les moments qui se préparent pour aller vers un 2050 décarboné, il faudra sans doute qu'on puisse se réinterroger là-dessus et bien sûr avoir toute la surveillance naturelle et normale de cette filière au plan technique. Voilà. Je bascule au deuxième sujet, sur la mobilité au GNV. Qui est aujourd'hui au GNV et demain au bio-GNV. Qui va nous occuper aussi demain matin dans une table ronde. Oui, je sais qu'une table ronde y est consacrée. C'est une réalité aujourd'hui pour la mobilité lourde. Clairement, quand on regarde les grands parcs de bus, de cars, les transporteurs ont en gros la moitié à l'électricité, l'autre moitié au GNV, et ils en sont extrêmement contents. C'est une filière extrêmement mature. Elle se développe, et d'ailleurs aujourd'hui, quand on parle des véhicules neufs immatriculés, c'est la moitié. Donc on a vraiment sur les bus une vraie part de marché très importante et une grande satisfaction du matériel des utilisateurs. Sur les camions, le système est aussi en plein développement, avec maintenant une offre qui allie les sujets de poids et de distance, là aussi, mais la part de marché est plus petite. Là où on ne trouve pas d'offre, c'est sur les véhicules utilitaires légers, parce que les constructeurs n'en ont pas fait aujourd'hui, et je pense qu'ils réclament de la visibilité. Et le problème qui est très actuel, c'est le problème du prix de l'énergie.
et le prix du GNV qui est aujourd'hui élevé avec le prix du gaz. Et donc nous avons demandé des mesures de soutien au gouvernement, notamment pour compenser jusqu'à l'équivalent du diesel. Donc ça, c'est aussi toute la filière des transporteurs qui le fait, parce que c'est une filière qui est très active, avec des produits, des constructeurs qui ont du matériel très adapté, et que si on n'y prête pas garde pour cette mobilité décarbonée avec le biométhane qui fonctionne, eh bien on la tarira rapidement. Donc je peux vous assurer que ça fait partie des actions que nous menons au quotidien et avec la Fédération des transporteurs pour avoir à la fois une offre sur les VUL, parce que par exemple, la CAPEB, la FFB, les artisans de manière générale, nous interpellent sur ce besoin d'entrer dans les futurs ZFE avec des véhicules qui leur permettront d'allier la charge et de la distance. Voilà. Et expliquer par des preuves et des mises en récit de vos transformations, c'est important. Il me reste 4 minutes avant d'accueillir notre invitée suivante. Alors, une dernière question, ou deux, si c'est court. Qui veut prendre la parole? Une fois, oui, 2 fois. Ça va? Juste encore une petite question sur le sujet de la méthanisation et ce phénomène de temps d'aboutissement des projets. Alors, comment raccourcir les échelles? Et qu'est-ce que vous pouvez co-construire avec vos interlocuteurs des territoires pour aller plus vite et aller mieux? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, et je le disais tout à l'heure dans mon propos, les méthaniseurs se mettent en service en général en 3 années. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils sont autorisés à le faire. Quand ils obtiennent leur tarif, ils ont 3 années pour construire et ensuite ils bénéficient de leur tarif pendant 15 ans. C'est une filière qui va assez vite. C'est une filière qui, bien sûr, nécessite de la concertation en local, avec la collectivité locale, et qui nécessite aussi que les plans de zonage aient été faits. Mais c'est aujourd'hui le cas. Donc ça veut dire qu'en amont, et bien sûr, il faut travailler avec la collectivité locale, avec l'autorité organisatrice, clairement, pour que la meilleure concertation puisse se faire et que les projets aboutissent rapidement. Mais en termes de construction même, on peut dire que les méthaniseurs se font assez rapidement et qu'ils se mettent en service très vite et qu'ils montent aussi assez vite en puissance en termes d'intrants et d'atteinte finalement de leur nominal. Voilà ce qu'on constate. 8 TWh délivrés actuellement. Hein. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Xavier Pintat, je vous laisse remercier votre invité. Je voudrais remercier Madame la Directrice Générale pour la clarté de ses propos. Et puis la qualité du partenariat qu'elle a instauré avec la FNCCR et qu'a rappelé Philippe Auvray. Et puis je crois que vous pouvez compter sur nous pour faire reconnaître la pertinence du biométhane dans le mix énergétique français. Et je crois qu'on peut faire cause commune sur ce dossier. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci.